Je me mets là. Ouais, Ouais, j'imagine. vas-y. C'est en face de... Du micro. Je m'appelle moi la main. Donc c'est un pseudonyme et pas mon prénom, mais il a beaucoup de sens, ce pseudonyme. Donc j'habite à Nanteuil, c'est à côté de là où on se trouve, là on est à Thiviers. J'habite dans une maison en location où j'ai ma librairie pour l'instant. Et alors je précise location parce que ça fait... Quand j'ai changé de vie et que je suis devenu permaculteur, je voulais acheter une baraque, enfin une ruine, la retaper et habiter pépère à la campagne. Et là je viens enfin de pouvoir acheter ma maison. Euh, donc voilà, j'habite à Nanteuil et dans quelques années, quand j'aurai fini de retaper la nouvelle maison, j'habiterai dans le village à côté. Quand j'ai changé de vie et que je suis devenu permaculteur, j'ai d'abord habité un peu à l'arrache chez des gens, donc en mode hébergé, quoi, amicalement. Et c'est là où j'ai pu découvrir un petit peu tout ce qui se joue entre personnes qui veulent habiter ensemble. Et donc j'ai pu voir, comment dire, des problèmes humains, voilà, apparaître. Euh, et ça m'a amené, en fait, plus j'ai vécu de situations comme ça, plus ça m'a amené à essayer de comprendre ce qui se passait et trouver des solutions. Et donc j'ai une deuxième activité, c'est celle de conseiller facilitateur en permaculture humaine, donc où j'accompagne, avec ma collègue Émilie, on accompagne des groupes. Donc ça peut être des associations, ça peut être des entreprises, ça peut être des écolieux aussi, enfin des projets d'habitat participatif. Donc on les accompagne pour qu'ils puissent réussir leur collectif. Et puis on fait aussi de la formation, initiation à la permaculture humaine. Voilà. Il faut d'abord comprendre ce qu'est la permaculture tout court. Donc celle qu'ont mis en œuvre, enfin défini plutôt Bill Mollison et David Holmgren, qui sont les deux fondateurs australiens. Et déjà pour comprendre la permaculture, il faut essayer de comprendre le contexte dans lequel ils étaient. Pourquoi ils ont inventé ça? Bill Mollison, il vivait en Tasmanie, dans un village où à peu près tout le monde était autonome, en quasiment tout, quoi. Ils n'avaient pas besoin de grandes surfaces, ils n'avaient pas besoin d'acheter plein de trucs. En fait, ils échangeaient, ils fabriquaient beaucoup et ils échangeaient beaucoup de choses. Tout le monde dans son village savait pêcher, avait son potager, etc. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de des divers boulots qu'il a eus, toujours des travaux, des boulots en lien avec la nature, il s'est rendu compte que la nature commençait à être détruite par le progrès, par le soi-disant progrès. Et c'est là où il s'est dit, il faut faire quelque chose parce que si on n'inverse pas la tendance, notre culture, donc notre société, court à sa perte. Et donc il en a parlé à un étudiant qui logeait chez lui, qui était David Holmgren, qui faisait lui des études dans la même université où Bill Mollison enseignait. David Holmgren faisait des études en design écologique. Et en fait, tous les soirs, donc, ils discutaient, chacun rentrait enfin, quand ils rentraient de l'université, ils discutaient chez eux et ils ont mûri en fait cette idée de permaculture qui, en gros, on peut la traduire par l'art de réhabiter. Réhabiter, ça signifie que l'homme a habité sur un territoire et l'a détruit. Donc, s'il veut continuer à vivre sur ce territoire, il doit redéfinir sa manière de cohabiter avec le territoire. Et souvent, réhabiter, ça implique d'être plus écologique, donc de moins polluer, de moins détruire notre cadre de vie, quoi. Et donc la permaculture, c'est ça. C'est comment mettre du bon sens, comment mettre de l'intelligence dans notre façon d'habiter avec le territoire. Alors à petite échelle, c'est comment j'aménage mon terrain pour avoir une autonomie, pour ne pas créer de pollution, pour répondre à mes besoins principaux, principalement la nourriture, mais ça peut aussi être l'habitat, hein, puisque la nature nous fournit tous les matériaux pour construire notre habitat. Mais à grande échelle, c'est donc la vision qu'ont définie les deux fondateurs, c'était la biorégion. Un territoire homogène, d'un point de vue écologique, euh, sur lequel habite donc une communauté de personnes. Cette communauté utilise tout ce que peut produire ce territoire. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, un écosystème où il y a beaucoup de forêts, bah, ils vont produire beaucoup plus de bois. Toutes les infrastructures sont aménagées donc intelligemment, écologiquement,
chaque personne peut trouver un emploi sur le territoire, il y a une économie locale qui se met en place, etc. Et les biorégions interagissent entre elles parce qu'une biorégion qui a sa spécificité a une monnaie d'échange avec une autre biorégion qui, par exemple, produit du sel, ou etc. quoi. Voilà. Donc le concept de biorégion qu'ils ont repris à d'autres personnes, hein, ils l'ont implémenté dans leur permaculture, et c'est là où apparaît l'intérêt de la permaculture humaine, c'est que si on veut redéfinir notre manière de vivre ensemble sur un territoire, on a besoin de savoir créer ensemble, faire ensemble, discuter ensemble, décider ensemble. À quelle que soit l'échelle, hein, ça peut être à petite échelle familiale, ça peut être à une échelle plus grande comme un projet collectif, ça peut être habiter ensemble sur un terrain, mais ça peut être un projet collectif comme une association, comme une entreprise, et à plus grande échelle comme la gouvernance d'un territoire, quoi. Donc la permaculture humaine, c'est ce qui va apporter les outils et les bonnes attitudes, en fait les bons principes qui vont permettre à tout le monde de comprendre comment faire pour que ça fonctionne bien. Quand je me suis posé des questions sur pourquoi ça foire dans les collectifs dans lesquels j'ai habité, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait dans la nature, c'était quoi les fonctionnements naturels en fait, qui étaient à l'œuvre dans les relations. Dans un collectif, ce qui se passe souvent, c'est que quand il y a un truc qui ne plaît pas à quelqu'un, il le garde pour lui, ou il le fait savoir d'une manière peu cordiale. Ça crée des tensions, alors chez lui ou chez les autres, et puis les tensions sont conservées par chacun et pas exprimées, et il n'y a pas, ou il y a peu, la volonté aussi de régler ces tensions, c'est-à-dire de prendre du temps pour trouver des solutions. En gros, la question qu'il faudrait se poser pour trouver des solutions, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le plus grand bien de tous soit permis. Voilà. Pas seulement mon ego, pas seulement m'effacer et me mettre au service du collectif, mais le plus grand bien de tous. Parce que quand on sert le bien de tous les membres d'un groupe, c'est de cette manière qu'on permet à chaque membre d'être entier et en pleine possession de toutes ses qualités, de toutes ses ressources, et donc de donner le meilleur pour le collectif, quoi. Dans notre corps humain, c'est pareil, hein. Les organes interagissent entre eux, et il y a des informations qui circulent tout le temps. On a plusieurs cerveaux donc, qui permettent la répartition la bonne circulation de ces informations et les réponses adéquates. Un groupe qui fonctionne pareil fonctionne mieux, voilà, qu'un groupe qui ne fonctionne pas comme ça. Quels sont les outils clés pour une bonne gouvernance? Alors par exemple, pour un éco-village, il y a 5 ingrédients qui permettent de sécuriser un éco-village. Donc ça, c'est ma vision des choses que je donne. Les 5 ingrédients, c'est pas moi qui les ai inventés, mais c'est ceux qui m'apparaissent comme étant le plus sécurisant. Première chose, c'est la mission et la raison d'être du collectif, qu'elle soit définie. Pourquoi on est ensemble, pourquoi on veut faire quelque chose ensemble, pourquoi on veut habiter ensemble. En fait, si une personne ne connaît pas cette raison d'être, cette mission, et si elle imagine autre chose, ses actions ne vont pas aller dans ce sens-là. Donc forcément, ça va créer des tensions, quoi. Donc ça, c'était le premier ingrédient, mission et raison d'être. Le deuxième ingrédient, c'est une méthode de discussion et décision. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent, hein. Il y a la sociocratie qui propose les décisions par consentement. Il y a le consensus, et il y a plusieurs chapelles dans le consensus, mais en gros, le consensus, c'est on est tous d'accord avec la décision et on n'a aucune réserve sur la décision. Voilà. Donc tout le monde est certain que c'est la bonne décision. Ça prend beaucoup plus de temps à mûrir. Donc ça, c'est plutôt pour les décisions importantes. Souvent, dans une réunion, il y a une question qui est posée, est-ce que vous préférez ça ou ça? On fait un vote. Donc à main levée, la majorité l'emporte. Donc ce qui fait que la minorité sera un peu déçue, quoi. Donc il y a un outil qui est très simple à utiliser pour remplacer ça, c'est le sondage. Voilà. Solution A, solution B, sondage. S'il y a un groupe minoritaire, on leur demande pourquoi. Le groupe majoritaire, on leur demande pourquoi. Et rien que le fait de laisser chaque personne s'exprimer, chacun son tour, va permettre d'éclairer le choix. Et très souvent, après, il y a un choix qui l'emporte sur l'autre. Voilà, le sondage a permis d'éclairer la décision à prendre.
Donc ça, c'était pour la méthode décision-discussion. Ouais, pour un éco-village, c'est des règles d'entrée et sortie. Définir notre façon de préserver le groupe s'il y a quelqu'un qui fait merder le groupe. Et donc c'est ça c'est pour ça qu'il faut définir des règles d'exclusion. C'est très important ça. Souvent on se dit ouais, on est des êtres humains, on a tous envie de bien faire, donc on est gentil dans le fond, donc ça n'arrivera pas. Et la grosse erreur, c'est de ne pas avoir prévu ça, quoi. Et le prévoir, c'est gagner en maturité. Quand on est capable de parler avec les autres membres du groupe, comment on s'exclut, comment on exclut quelqu'un du groupe, ça fait preuve d'une bonne maturité en fait de collectif, quoi. Créer des temps, des espaces pour les relations interpersonnelles. Donc ça peut être des temps où on demande aux gens, en binôme par exemple, de se dire qu'est-ce que j'aime bien chez toi, qu'est-ce qui me pose problème dans la relation. Je le pose dans un cadre sécurisé, tu vas pouvoir m'entendre, donc je vais pouvoir te dire ce qui ne va pas plus facilement, et on va pouvoir tous les deux ensemble essayer de trouver comment résoudre ces tensions, quoi. Donc ça peut être de manière en binôme, mais ça peut être de manière collégiale. Il y a ça dans une école, ou je ne sais plus quelle école, le vendredi soir je crois, il y a une scène, une tribune, tout le monde est dans le public, et puis à tour de rôle, les gens peuvent monter sur la scène pour remercier quelqu'un, voilà, publiquement. Et en fait, quand on vit ces moments-là, le niveau de vie, là, comme dans les jeux vidéo, il augmente. Et donc ça donne envie de continuer l'aventure ensemble et de se mettre sur cette longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur d'onde où je fais du bien aux autres, quoi. Dans les collectifs, ça commence à venir, mais c'est vraiment des temps qu'il faut cadrer, prévoir à l'avance, genre une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça dépend des formats. Mais c'est vraiment très important ça. Dans nos formations initiation de permaculture humaine, on finit la dernière journée de la semaine de stage par ça, quoi. Un cercle de dons, où on est tous en cercle, et puis il y a une petite musique pour cacher un petit peu les échanges. Et puis on peut aller voir qui on veut et lui dire quelque chose, quoi. Et pas seulement dans les collectifs et dans les entreprises, hein, mais dans la famille aussi, ça doit être mis en œuvre, quoi. N'importe quelle famille gagnerait comment dire, à ritualiser un temps pour se dire des choses comme ça, quoi. Il y a une référence là sur ces 5 ingrédients en termes de bouquins ou Les 5 sont dans différents bouquins, notamment Vivre autrement de Diana Leaf Christian. Et on peut les trouver dans d'autres bouquins sur le collectif, la facilitation, etc., quoi. Mais pas identifiés comme étant 5 ingrédients indispensables. Diana Leaf Christian, elle en donne une dizaine, quoi. La gouvernance, elle va souvent avec le foncier. Ça fait des milliers d'années que dans notre pays, on se tape sur la gueule pour être propriétaire, agrandir ses terres, etc. Et en fait, c'est plutôt bien ancré dans notre mentalité. Il y a aussi un lien avec le fait qu'on ait un climat avec une saison hivernale de dèche, où il n'y a rien qui pousse. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'utiliser les terres en été pour produire. Et donc plus on a de terre, plus on va pouvoir produire pour garder en réserve pour la saison froide. Dans les climats où il y a abondance en permanence, les climats tropicaux, il n'y a pas ces notions de propriété. Il y a tellement d'abondance dans la nature qu'il n'y a pas besoin de se rapproprier quelque chose. L'appropriation, c'est stratégie de survie, quoi. Il n'y a pas besoin de ça, puisqu'on n'est pas en survie, il y a tout le temps à manger. Par contre, dans les pays tropicaux, la survie, elle se fait face à d'autres organismes, donc les grands prédateurs, les maladies, etc. Et là, les communautés ont développé des stratégies d'entraide. Le climat, ça influe beaucoup, hein, sur notre manière de gérer le collectif, quoi. Moi, je pense qu'en France, on aura beaucoup de mal à sauter de tout l'atavisme qu'on a sur le lien à la terre, la propriété. Et donc, on restera toujours un petit peu seigneur dans son esprit. Seigneur dans le sens, c'est à moi, je me battrai pour le défendre. Donc l'achat d'une propriété pour un habitat participatif en commun, si chacun a son terrain bien identifié, genre comme dans un lotissement en fait, on achète sa parcelle, moi je trouve ça bien parce que ça crée beaucoup moins de problèmes. Les achats en SCI, alors je dis pas que ça fonctionne pas, hein. Ça génère des problèmes
qui n'existerait pas s'il n'y avait pas la SCI, quoi. Mais le collectif, hein, c'est un petit peu toujours ça, on se met ensemble pour résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas si on était tout seul, quoi. Mais ensemble, on se marre un peu plus quand même. Et on se sent un petit peu plus vivant parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous traversent, quoi. Que ce soit en positif ou en négatif. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple que chacun soit chez soi, en location propriétaire, et de créer des interactions avec ses voisins. Dans le petit village où j'habite, il y a quoi? On est 4 voisins, en gros. On échange régulièrement, quoi. Là, pendant le confinement, j'ai réuni des amis pour créer un groupe. Et l'idée principale qui était à la création de ce groupe, c'était de se poser la question de notre vision de l'avenir pendant le confinement, quoi. Voilà. Et en fait, on partageait tous la même vision, enfin quasiment tous. Et donc on est restés ensemble et puis on verra où ça nous emmènera, quoi. Mais là pour l'instant on met en place un groupement d'achat. Il y a de fortes chances qu'on mette par la suite en place une sorte de CUMA, quoi. Enfin, coopérative d'utilisation du matériel, pas forcément agricole, hein, mais qu'on achète par exemple un moulin à farine en commun ou d'autres engins comme ça, quoi. Ça c'est des échelles qui me paraissent simples à gérer, bénéfiques. Et dans la mesure où moi j'ai pas d'autres besoins auxquels le collectif habité ensemble pourrait répondre, en fait je vois pas l'intérêt, quoi, pour moi. Est-ce que, disons, d'entraide peut venir... À cause des crises qui pourraient arriver, d'effondrement. C'est marrant, j'étais chez ma collègue Émilie il y a quelques jours là, et justement on disait que notre définition de la permaculture humaine, on allait la faire évoluer en prenant en compte l'effondrement possible qui peut arriver, quoi. Voilà. Et donc il n'y a pas seulement donc, dans la permaculture humaine la vision réhabiter le territoire, on y ajoute la vision effondrement possible, quoi. Et donc dans ce sens-là, oui, l'entraide sera nécessaire. En fait, il y a deux stratégies face à une crise. C'est soit l'entraide, soit chacun pour sa gueule. Les deux stratégies marchent. C'est en fonction des sensibilités de chacun. Et je dirais c'est surtout en fonction de la maturité de chacun. Quand on a, comment dire, un contentieux avec le collectif, parce qu'on a vécu une expérience traumatisante et qu'on n'a pas compris pourquoi, ben on aura plutôt tendance à choisir le chacun pour sa gueule. Mais quand on a vécu le collectif et qu'on a une bonne expérience, une bonne compréhension de comment ça marche, qu'est-ce qu'on en retire de bénéfique, ben on aura plutôt tendance à favoriser l'entraide, quoi. Donc nous, ma collègue Émilie et moi, ce qu'on veut transmettre dans nos formations en permaculture humaine, c'est ça, s'il y a effondrement, vous avez plutôt intérêt à vous entraider, il y a plus de sécurité dans l'entraide, et pour que ça réussisse, on va vous transmettre on va vous apprendre les mécanismes, quoi. Voilà. À petite échelle, on peut toujours avoir de la résilience. Plus l'échelle augmente, moins la résilience, enfin plus elle baisse, quoi. La biorégion, ça demande quand même un haut niveau d'organisation. Du genre le niveau canton ou communauté de communes, et qui est, je sais pas si vous avez déjà été dans des réunions de ce niveau d'administration, mais c'est déjà chiant, ingérable. Bon, parce que dans ce genre de réunion, ils n'ont pas les outils pour discuter comme il faut, hein. Passer d'un effondrement où la société fonctionne d'une manière homogène partout sur le territoire français, là, passer de ça qui s'effondre directement aux biorégions, ce ne sera pas possible, je pense. Il faut que ce soit progressif. Et à mon avis, ce qui aura... Enfin, moi, ce que j'imagine, mais peut-être que je me trompe, c'est plutôt effondrement. Tout se casse la gueule. Période de crise où les gens devront chacun individuellement se positionner, chacun pour ma gueule, ou entraide. Et puis, de ceux qui auront choisi l'entraide, pourront renaître des structures qui s'agrandiront de plus en plus, quoi.
Donc d'abord, ce sera à petite échelle, hein, l'échelle d'un village, donc quelques maisons. Village ou hameau, hein, je ne parle pas d'une commune. Donc d'abord à l'échelle d'un hameau, puis à l'échelle de plusieurs hameaux, à l'échelle de la commune, etc. quoi. Et peut-être que je sais pas, si Dieu nous le permet, on pourra atteindre le niveau biorégion, quoi. Voilà. Où le monde entier est géré, enfin, le monde entier. Moi, ce que j'aimerais, c'est moi vivre dans une biorégion, quoi. Voilà. Le monde entier, je sais pas où il ira. Chacun est libre de sa destinée. Mais... J'ai 41 balais et je crois que je fais ma crise existentielle. Parce que aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de faire de mes journées, quoi. Il y a plein de trucs que j'aime faire, mais c'est pas des trucs qui me motivent tous les jours, quoi. La librairie, c'est une étape. C'est pas, c'est pas la finalité de ce que j'ai envie de faire dans la vie, quoi. Moi, j'ai créé la librairie parce que j'en ai eu besoin, en fait. Donc, quand j'ai découvert la permaculture en 2009, il y avait 2 bouquins qui étaient traduits en français. Donc, le tome 1 et le tome 2 de permaculture. Et donc, pour apprendre la permaculture, comment faire du design, etc., bah, finalement, j'avais pas beaucoup de ressources. Donc, quand j'ai entendu parler d'associations qui commençaient à traduire des ouvrages, j'ai créé le projet Traduction Édition Permaculture, qui avait pour but de mettre en lien tous les acteurs qui commençaient à faire de la traduction ou de l'édition sur le sujet de la permaculture, les aider à partager des outils, par exemple des dictionnaires de traduction, aider les permaculteurs à indiquer aux associations qui traduisaient quels livres il fallait traduire en priorité. Et puis, dernière chose, j'ai financé une association, donc Imagine un colibri, pour l'impression de des deux premiers bouquins qu'elle a traduits. Et donc la librairie, elle est née comme ça, quoi. De cette envie de contribuer, parce que, au final, moi j'avais besoin de ressources en langue française. Voilà. Et l'association Imagine un colibri, donc qui a traduit la permaculture des Epolzer et créé un jardin-forêt, m'a remboursé en bouquins. Parce qu'à l'époque, moi je commençais des formations, donc je voyais du monde. J'étais à l'association l'Escamp aussi, dans la Sarthe, où il y avait une centaine d'adhérents. Donc j'avais une capacité de diffuser les bouquins de permaculture. Et donc petit à petit, voilà, la librairie s'est montée comme ça, quoi. Et depuis 2012, je crois que c'était les premières traductions. On est en 2020, c'est passé donc il y avait 4 livres traduits. Maintenant, on en est à, je sais pas, il y a une centaine de livres sur la permaculture. Et maintenant, certains ont été écrits par des permaculteurs français. Et donc, je suis resté, moi, dans cette vision de la librairie, de permettre aux gens de trouver de la ressource pour que ça les aide à passer à la pratique, quoi. À s'actionner, à s'activer pour construire le monde qu'ils veulent voir, quoi. La transition de la librairie, ça va être de lancer une entreprise qui aide les gens à s'installer sur un terrain. Donc en les aidant à construire leur maison, construire des maisons selon un concept zéro facture, c'est-à-dire toute la maison est faite pour qu'il y ait l'énergie gratuite, renouvelable, l'eau à disposition, forage sur le terrain, etc. Ou récupération d'eau de pluie. Enfin voilà, donc des maisons, quand on y habite, il n'y a que les impôts fonciers à payer, quoi, et les réparations. Donc aménager les maisons, planter les terrains, faire le design, mettre toute l'autonomie alimentaire sur le terrain, aider ceux qui veulent habiter là à trouver une activité économique qui soit utile dans la région, localement, et faire en sorte, si cette activité peut être exercée à la maison, de mettre en place chez lui la structure qu'il faut pour l'activité. Par exemple, quelqu'un qui voudrait faire des paniers en osier, en plus de sa maison d'habitation, un local pour atelier, et on lui plante tous les osiers, qu'on relie à la phytoépuration pour qu'ils soient fertilisés, etc., quoi. Et petit à petit, en fait, le projet, donc, c'est d'aider des permaculteurs qui s'installent
dans la biorégion, de les mettre en lien, de faire en sorte qu'ils exercent une activité utile localement. Ça, c'est la première dimension du projet. La deuxième dimension, c'est l'école de permaculture, dans laquelle on a les étudiants. Et ces étudiants, pour passer à la pratique, en fait, font des stages dans l'entreprise. Donc il y en a qui pourront se spécialiser dans la construction, dans la création de, je sais pas, de chauffe-eau solaire, de poêles de masse, d'autres dans la plantation de tous les fruitiers qu'on mettrait sur les terrains, etc., quoi. Enfin voilà. Donc ça c'est en gros c'est la vision que j'ai envie de nourrir, le projet que j'ai envie de nourrir, c'est ça, c'est aider à la construction de la biorégion. Avant la crise, mon activité, j'y allais pépère. Donc, la librairie, c'était tranquille, hein. Pendant la crise, Amazon a fermé, enfin il y a eu je sais pas, un gros report de clientèle sur la librairie. Ce qui fait que l'activité a fait un énorme bond. Ce qui fait que j'ai pas du tout eu le temps de faire mon jardin. J'étais tout seul à gérer la librairie et ça m'a pris énormément de temps. Et en fait, c'est ça qui a été l'accélérateur de... regarde, là, tu es en train de passer ton temps à faire un truc que tu aimes bien, mais c'est pas ta vocation profonde. Si tu continues comme ça, ça ira pas. Donc pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Et je me suis posé cette question, et puis et c'est marrant, vous, d'autres amis, des thérapeutes que je suis allé voir, en gros tout le monde me renvoie à cette question. Voilà, c'est le mois ou le trimestre pendant lequel tout le monde me pose cette question. Et en fait, ouais, arrivé maintenant, je me rends compte, mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'ai envie de reprendre, quoi. Voilà. Moi la main, celui qui donne un coup de main, quoi, en gros. Ça, c'est la première... En fait, on peut entendre plein de trucs dans moi la main. Donne-moi la main, voilà, j'ai besoin d'aide, donne-moi la main. Après, si on diminue, on raccourcit le nom, ça fait moi l'âme, moelle, moi, aime. Enfin, à chaque fois, il y a plein de choses qu'on peut entendre dedans, quoi. Et tout ça, c'est des choses qui me portent et qui m'animent, quoi. Après, moi, j'ai un prénom et un nom, hein, que m'ont donné mes parents, qui ont aussi une signification. Mon prénom, c'est Nicolas, qui veut dire en grec victoire du peuple. Donc, Nike comme les chaussures, hein, les Nike, victoire. Laos, le peuple, Nicolas. Et je me rends compte que moi, ce que je veux voir autour de moi, c'est une biorégion où les gens sont autonomes, responsables, interagissent bénéfiquement entre eux. Et en gros, c'est ça la victoire du peuple pour moi. C'est quand je vivrai dans cet environnement-là, quoi. Et moi, la main, c'est celui qui donne un coup de main pour que justement la victoire du peuple puisse advenir, quoi. Toi qui lis beaucoup de bouquins, tu pourras sûrement nous répondre. On aime bien conclure par une citation de personnes qui t'inspirent, ou alors ça peut même de toi. Est-ce que tu aurais une citation Bah, celle de Bill Mollison, que j'ai toujours en tête. La seule décision à prendre, c'est celle de prendre la responsabilité de son existence et celle de sa famille. Petit point, et ensuite il ajoute, prenez cette décision maintenant. Voilà. En gros, moi c'est ce que j'essaye de mettre en œuvre au quotidien, quoi. Être responsable, avoir des réponses. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je le fais, etc. Ça, c'était Bill Mollison, une citation de moi. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Je vois beaucoup dans mes formations des stagiaires qui posent plein de questions, qui veulent de la connaissance très complexe. Ils ont l'impression que plus ils vont avoir de connaissances, plus ils vont y arriver. Et ce dont je m'aperçois, c'est qu'au final, plus tu as de connaissances dans la tête, plus tu te compliques la vie. Donc moi je dis, arrêtez de vous prendre la tête, la vie c'est beaucoup plus simple que ça, quoi. Dans un potager, hein, vous balancez une graine par terre, elle germe, elle pousse. Voilà. Fukuoka, il cultivait ses légumes, enfin une partie de ses légumes dans son verger de cette manière. Il balançait des graines, il laissait les choses se ressemer, ça poussait, quoi.
On ne peut pas faire plus simple. Bah, merci pour ce temps accordé. Bah, merci à vous. Et bonne continuation à tous les deux et au permaculture. Que les vents vous portent dans des beaux endroits et vous fassent rencontrer des belles personnes. Et que vous soyez les porte-parole de tout ce que vous avez vu.